Des troubles ont éclaté au lendemain du 10e anniversaire de la chute du président Zine El Abidine Ben Ali et de son régime policier le 14 janvier 2011. Cet anniversaire a été étouffé par un confinement général de 4 jours qui s'est achevé dimanche pour tenter d'endiguer une flambée de cas de Covid-19 assortie d'un couvre-feu à partir de 16 heures. Cela n'a pas empêché les échauffourées dont les motifs exacts ne sont pas connus, mais qui interviennent dans un contexte d'instabilité politique et de dégradation de la situation sociale en Tunisie. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a fait état de 632 arrestations évoquant des groupes de personnes entre 15 et 25 ans qui ont brûlé des pneus et des poubelles afin d'entraver les mouvements des forces de sécurité. Les heurts ont éclaté dans des zones marginalisées, frappées de plein fouet par la crise économique inédite, la pandémie ayant mis à mal un début de reprise alors que la classe politique divisée est paralysée. La police, déployée en nombre dans des dizaines de localités, a été prise pour cible par des protestataires, souvent jeunes. Des pillages ont également eu lieu dans certaines zones. L'armée a déployé des renforts dans plusieurs régions afin de protéger les bâtiments publics, a indiqué lundi un porte-parole du ministère de la Défense. Ce qui est unique pour Biden, ce n'est pas tant que le pays soit en crise, mais c'est le nombre de crises simultanées qu'il aura à affronter dès les premiers jours de son mandat. Jamais la situation sanitaire n'a été aussi grave depuis la grippe espagnole de 1918. Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde par la Covid-19 avec 24 millions de cas et près de 400 000 morts. Et l'apparition du nouveau variant britannique fait craindre le pire. Une immense campagne de vaccination a débuté à la mi-décembre, mais elle avance bien plus lentement que prévu. Seuls 10 millions de personnes ont reçu une première injection, bien en deçà des 20 millions prévus pour fin décembre 2020 par l'administration sortante. Joe Biden a promis d'enclencher la vitesse supérieure pour atteindre 100 millions d'injections au 100e jour de sa présidence. Deuxième sujet brûlant, la récession et le chômage. Les mesures de confinement adoptées pour endiguer la propagation du virus ont porté un coup d'arrêt brutal à l'économie. De nombreuses entreprises ont dû fermer leurs portes et licencier leur personnel. D'autres salariés ont démissionné pour s'occuper de leurs enfants privés d'école. Au total, 18 millions d'Américains vivent aujourd'hui d'aide au chômage. Troisième sujet, la dérive des trumpistes. Après 4 ans d'une présidence prompte à dresser les Américains les uns contre les autres, la croisade post-électorale de Donald Trump a encore creusé le fossé. Sous prétexte de fraude, le républicain a refusé de concéder sa défaite. S'il a échoué à convaincre les tribunaux, il a semé le doute dans l'esprit de millions de ses supporters, dont les plus ardents se sont lancés à l'assaut du Capitole le 6 janvier. Kaïs Saïed, le président tunisien, est allé à la rencontre des habitants d'État d'Amen, une ville dans la périphérie nord-ouest de la capitale, après une 3e nuit d'émeutes dans de nombreuses villes de Tunisie. Il a demandé aux habitants de cette ville de mettre fin aux émeutes. Les jeunes Tunisiens n'ont jamais été des voleurs. Les gens veulent employer des jeunes qui aimeraient servir. N'attaquez, n'insultez personne et n'endommagez pas les propriétés privées ou les institutions de l'État. Des troubles ont éclaté dans des quartiers marginalisés, frappés de plein fouet par une crise économique inédite au lendemain du 10e anniversaire de la chute du président Zine El Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011. Après une 3e nuit d'émeutes dans de nombreuses villes de Tunisie, plus de 600 personnes ont été arrêtées, a indiqué le ministère de l'Intérieur ce lundi. Ces heurts interviennent dans un contexte de dégradation de la situation sociale et d'instabilité politique en Tunisie. Amnesty International a appelé ce lundi les forces de police à respecter les droits de ceux qu'ils arrêtent, quelles que soient les raisons et les circonstances de leur arrestation. Une centaine de personnes ont défilé à Tunis et autant à Sousse, défiant l'interdiction de rassemblement décrétée face à la détérioration de la situation épidémiologique ces dernières semaines. Les manifestants à Sousse réclamaient la libération des détenus. À Tunis, les protestataires, dont de nombreux étudiants, ont scandé les slogans de la révolution de 2011, travail, liberté, dignité nationale, sur la principale artère du pays, l'avenue Bourguiba. Quelques heures auparavant, une poignée de personnes s'étaient rassemblées devant le tribunal de Tunis pour réclamer la libération de jeunes interpellés ces derniers jours, dont beaucoup sont mineurs. Aujourd'hui, on sait bien qu'il y a beaucoup d'arrestations au niveau du quartier populaire partout dans la Tunisie. Il y a beaucoup d'arrestations, donc il y a beaucoup aussi de mineurs, un nombre respectueux de mineurs. Donc le gouvernement tunisien n'a pas respecté la loi
la loi du peuple tunisien pour manifester après une révolution, ça fait 10 ans. Des troubles ont éclaté dans plusieurs régions vendredi dernier au lendemain du 10e anniversaire de la chute de Zine El Abidine Ben Ali, chassé du pouvoir par la foule le 14 janvier 2011. Le mois de janvier est régulièrement marqué par des mobilisations sociales. Le nouveau président des États-Unis va immédiatement signer, selon des responsables, 10 décrets et autres directives pour lancer cette stratégie nationale contre le Covid-19 qui manquait cruellement sous son prédécesseur Donald Trump, de l'avis de nombreux experts. Le plan comporte plusieurs objectifs comme restaurer la confiance de la population américaine, accélérer la campagne de vaccination et freiner la contagion grâce au port du masque et au dépistage. Il entend aussi accroître l'aide d'urgence et faire appel à une législation d'urgence pour augmenter la production industrielle, en plus de rouvrir écoles et commerces en toute sécurité, protéger les plus vulnérables et lutter contre les disparités raciales, ainsi que rétablir le leadership américain dans le monde en étant préparé à toute future pandémie. L'administration Biden veut demander 1 900 milliards de fonds au Congrès qui inclut 20 milliards pour les vaccins et 50 milliards pour les tests. La nouvelle administration américaine, prenant le contre-pied du président sortant Donald Trump, a fait son grand retour à l'OMS, l'assurant de son soutien et saluant son rôle de chef de file dans la lutte contre la pandémie. Confronté au défi de cette crise sanitaire, Joe Biden a signé un décret dès sa prise de fonction, rendant le port du masque et la distanciation physique obligatoire pour les fonctionnaires travaillant au sein des bâtiments fédéraux. Ils étaient tous là. Ou presque. Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama. De cœur avec eux, Jimmy Carter, qui sous le poids de l'âge, a fait l'amitié au nouveau président en l'appelant la veille de l'investiture. Fidèle à sa parole, Donald Trump n'a pas voulu accueillir son successeur, une première dans l'histoire moderne des États-Unis d'Amérique. Son vice-président l'avait dit, il ne boycottera pas l'investiture et Mike Pence était là au Capitole. Pendant ce temps, le désormais ancien président rejoignait sa propriété en Floride. Ses partisans l'y attendaient, certains encore sous le choc de le voir quitter ses fonctions. I'm very sad and upset. Je suis très triste et fâché car je sais qu'il a largement gagné, nous le savons. We know that. I was born in a communist country, Romania. Je suis né dans un pays communiste, en Roumanie. Je sais ce qui se passe. Ils ne peuvent pas m'enfumer. Le président Trump est le meilleur président de toute ma vie et de toute la vie de beaucoup d'autres. Et j'espère que quelque chose va se passer et qu'il reviendra. And I hope something will happen and he will come back. Quelques heures avant l'investiture de son successeur, Donald Trump avait fait ses adieux à la Maison-Blanche. On l'entendra tout au moins lancer quelques amabilités à sa suite. Je souhaite bonne chance à la nouvelle administration et beaucoup de succès. Je pense qu'elle aura un grand succès. Ils ont les bases pour faire quelque chose de vraiment spectaculaire et encore une fois, nous l'avons mise dans une position sans précédent. Une tradition à laquelle Donald Trump n'aura pas dérogé, c'est celle de la note laissée dans le bureau ovale. Un au revoir peut-être, puisqu'il promet revenir d'une manière ou d'une autre. Le dialogue politique interlibyen en Égypte a abouti à un accord sur la tenue d'un référendum sur le projet de constitution en vue des élections libyennes prévues le 24 décembre 2021, s'est réjoui le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. De nouveaux pourparlers interlibyens se tiendront en Égypte en février en vue de fixer la feuille de route pour le référendum et les élections, a ajouté le communiqué. Les pourparlers de Hurghada devaient décider sur quelle base légale seront organisées les futures élections parlementaires et présidentielles. Mi-novembre, des élus libyens ont appelé à l'approbation d'une constitution préalablement à la tenue d'élections, sans remettre en cause la date du scrutin du 24 décembre fixée sous l'impulsion de l'ONU. La Libye, divisée entre deux autorités rivales, est dotée actuellement d'une constitution provisoire datant de 2011 et d'un projet de loi fondamentale dont certains articles sont controversés et qui n'a pas été adopté. Après l'échec de l'offensive lancée par le maréchal Haftar en avril 2019 pour s'emparer de Tripoli, les deux camps ont conclu un cessez-le-feu permanent en octobre et retrouvé le chemin du dialogue encouragé par l'ONU. Mardi, les participants au dialogue politique interlibyen ont finalement approuvé un mécanisme de sélection des futurs dirigeants de la transition d'ici aux élections.
À Rabat, mercredi, une source diplomatique marocaine a déclaré à l'AFP que des pourparlers interlibyens doivent reprendre vendredi à Bouznika entre des représentants du Parlement basé à Tobrouk et du Haut Conseil d'État, l'équivalent d'un Sénat basé à Tripoli. Apparu cette semaine devant la Haute Cour de sûreté de l'État du Caire, le photographe Hamdi Alzem et le rédacteur Ahmed Khalifa ont été placés en détention provisoire pour 15 jours pour diffusion de fausses nouvelles et appartenance à un groupe terroriste, précise Reporters sans frontières. Les 5 et 6 janvier dernier, Zem et Khalifa avaient été enlevés à leur domicile respectif par les forces de sécurité selon la même source. Ces 2 disparitions forcées en l'espace de quelques jours montrent à quel point les journalistes sont traités au mépris du droit international, a déclaré jeudi dans un communiqué la responsable du bureau Moyen-Orient à Reporters sans frontières. Déjà emprisonné en 2016 pour des accusations similaires, le photographe Zem avait été libéré en juin 2018. Depuis cette date, il était sous contrôle judiciaire. Ahmed Khalifa, lui, avait récemment écrit des articles sur des mobilisations ouvrières, dont celle protestant contre la liquidation de l'entreprise publique du Delta pour les engrais et les produits chimiques dans le gouvernorat de Dakalia, au nord-est du Caire. Selon Reporters sans frontières, 30 journalistes sont emprisonnés en Égypte. Africa is facing a second wave in the COVID-19 pandemic. L'Afrique est confrontée à une deuxième vague de la pandémie Covid-19 avec plus de 3,3 millions de cas et 81 000 vies malheureusement perdues. Le premier pic épidémique de juillet a donc été dépassé en décembre et les cas continuent à s'accélérer à un rythme nettement plus rapide. Je pense que nous avons une combinaison de facteurs, peut-être la fatigue concernant les mesures et bien sûr la période des fêtes avec ses voyages et ses rassemblements. And then of course the festive season with its travel and gatherings. In Africa, COVAX is targeting phased delivery of 600 million doses. En Afrique, COVAX vise une livraison progressive de 600 millions de doses d'ici la fin 2021 et je suis sûr que nous en entendrons parler davantage avec Tabania. Ce programme est basé sur 2 doses par personne et couvrira, comme prévu, les 20% de la population initiale des pays africains. And is aimed to cover the initial 20% of the population in African countries. An initial 30 million doses are expected, and I say this with some caveats. Une première trentaine de millions de doses sont attendues et je dis cela avec quelques réserves, commenceront à arriver dans les pays d'ici mars. Les doses sont destinées en priorité aux travailleurs de la santé et à d'autres groupes hautement prioritaires, puis elles seront